Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique, ce soir, nous sommes en compagnie de Véronique Coté-Millard, maire UDI des Clés-sous-Bois. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Véronique Coté-Millard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes née le 1er mars 1958, vous avez donc 56 ans. Mère de 3 enfants, vous êtes diplômée d'une école de commerce. Vous avez travaillé notamment pour une grande marque d'articles de voyage sur le secteur Moyen et Proche-Orient. Vous avez été également propriétaire d'un commerce à Saint-Germain-en-Laye. Votre 1995, vous devenez alors conseillère municipale de l'opposition. Maire des Clés-sous-Bois, vous le devenez en 2001, réélu en 2008. Vous avez réalisé l'exploit de battre vos adversaires dès le premier tour des élections municipales de mars dernier, en rassemblant 55% des voix. Selon des informations qui circulent sur le net, vous nourrissez une véritable passion pour les Indiens d'Amérique. Si celle-ci est vraie, d'où vous vient cette passion ? Un petit peu par hasard, lors de notre séjour aux États-Unis entre 95 et 99, on a passé 4 ans aux États-Unis et on avait un ami commun qui était l'attaché culturel à l'ambassade de France, qui était lui-même passionné, qui avait vécu même avec les Indiens d'Amérique, qui nous a incité à aller dans certains endroits où se retrouvent des milliers d'Indiens au niveau des montagnes, dans les Four Corners, au niveau du Colorado, enfin de ces États-là, de l'Utah, de l'Arizona. Et là, on s'est retrouvés parmi pratiquement les seuls blancs, au milieu des tipis, dans un autre monde. On pensait que ça n'existait pas. Et on a découvert donc le monde des Indiens. Et après, je m'y suis particulièrement investie, puisque même à Washington, j'avais créé un club qui existe toujours et qui donc s'intéresse justement aux Amérindiens. Avec vous, nous parlerons de l'intercommunalité et de commerce. L'Hebdo Politique, le Money Time. Véronique Coté-Millard, le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides. Le but, apprendre à mieux vous connaître. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Depuis un an, les salaires dans les cabinets ministériels ont augmenté de 7%. Ils varient entre 8 000 et 10 000 euros net par mois, alors que le gouvernement demande des économies. Cette information vous choque-t-elle ? Oui, dans la mesure où certains devraient montrer l'exemple. Selon un sondage BVA, une majorité des Français serait favorable à la dissolution de l'Assemblée nationale et à l'organisation d'élections anticipées. C'est une solution pour sortir de la crise en ce moment ou une fausse bonne idée selon vous ? Je pense que c'est une fausse bonne idée, que ce n'est pas l'heure du jour et que les Français sont bien plus préoccupés par leur quotidien et aux solutions qu'on peut leur proposer. Simplifier la vie des Français et leurs démarches administratives. Parmi les principales mesures annoncées, désormais, la non-réponse d'une administration dans un délai de 2 mois aura valeur de oui. C'est une mesure importante qui a de la valeur selon vous ou une insignifiante selon vous ? C'est insignifiant ou ça a de la valeur ? Je n'ai pas encore exactement toutes les incidences sur ces mesures, mais sachez que j'ai la chance de siéger donc, à la Commission nationale d'évaluation des normes pour ce qui est des collectivités territoriales. Et donc nous avons entre autres les collectivités territoriales, on va nous proposer de mettre des systèmes justement pour permettre aux net d'être beaucoup plus réactifs justement sur les réponses qu'on peut donner à l'administration. Selon une enquête au Doxa, pour 75% des Français, Nicolas Sarkozy a raté son retour. Vous partagez ce point de vue ? Écoutez, moi je suis UDI, donc je suis plus intéressée par ce qui se passe au niveau de ce parti politique. Maintenant, je vous avouerai, je n'ai pas suivi très précisément les propos que tient Nicolas Sarkozy ces derniers temps. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Les députés ont validé le changement de statut des animaux de compagnie dans le Code civil. Ainsi, ils ne sont plus considérés comme des meubles. C'est utile, ça aussi, même question, ou c'est inutile ? Je ne sais pas si c'était la priorité du moment, mais effectivement, que les animaux soient considérés comme des êtres vivants me paraît la moindre des choses, oui. Je ne sais pas que c'était la priorité du jour. L'ex-président de l'UDI, Jean-Louis Borloo, quelle qualité et quel défaut lui trouvez-vous ? Qualité. Comme qualité, son goût de la liberté.
et son défaut peut-être pas assez suffisamment ambitieux pour pouvoir avoir accédé aux plus hautes fonctions. L'écotaxe et le péage de transit poids lourds ont été abandonnés. Le contrat entre l'État et Ecomove a été résilié. Que pensez-vous de la gestion de ce dossier pour le gouvernement? Est-ce un véritable gâchis ou est-ce une bonne chose de revenir sur une décision C'est très dommageable parce qu'il serait préférable, avant de prendre des décisions, de bien en mesurer les conséquences. Savez-vous quel navigateur yvelinois a participé à la Route du Rhum, course à la voile entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe cette année? Alors, il y en a un qui vient de se faire percuter, mais j'ai oublié son nom. Je l'ai écouté tout à l'heure, mais j'ai oublié son nom. Il y a un Yvelinois, bon, il n'est pas forcément très connu. Non, alors par contre, je ne le connais pas. Tanguy Delamotte, 36 ans, il est né à Versailles. François Hollande est notamment en échec sur le front de l'emploi. Le chef de l'État est toujours au plus bas dans les sondages. Nous sommes à mi-mandat maintenant. Peut-il encore rebondir en vue de la présidentielle 2017 ou alors c'est tout cuit pour lui? C'est difficile de se projeter sur 2017. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait quand même un ensemble de réformes qui soient prises très très rapidement, surtout lorsque l'on voit les statistiques du chômage qui ne cessent d'augmenter et que c'est quelque chose de très très préoccupant. À la télévision, vous regardez Des Racines et des Ailes sur France 3, NCIS sur M6 ou plutôt Danse avec les stars sur TF1, si vous regardez la télé déjà. Je la regarde très peu, ça serait Des Racines et des Ailes. On l'a appris récemment, dernière question, à quelques semaines des élections professionnelles, la CGT a déboursé 130 000 € pour la rénovation de l'appartement de fonction de son secrétaire général. 120 mètres carrés près du château de Vincennes. Tous les coups sont-ils permis en politique? Révélez ça à quelques semaines. Non, aucun coup n'est permis en politique. On exige des uns et des autres l'intégrité la plus totale. Donc ça n'est pas plus acceptable que d'autres comportements. L'hebdo politique sur Sensation. Premier thème de cet hebdo politique, l'intercommunalité. Depuis janvier, votre ville, les Clés-sous-Bois, appartient à la communauté de communes de l'Ouest parisien. Elle rassemble 2 autres villes, Plaisir et Villepreux. Ce ménage à 3 s'est fait dans la tourmente. Vous ne vouliez pas de cette intercommunalité. Alors ma question est simple. Pourquoi estimez-vous que ces 3 villes n'avaient rien à voir ensemble ? Non pas que ces 3 villes n'ont rien à voir ensemble, c'était pas les villes en elles-mêmes, c'est le périmètre qui est trop restreint et d'ailleurs a été confirmé par la loi, puisque maintenant la loi MAPAM oblige donc pour la Grande Couronne des intercommunalités d'un seul minimum de 200 000 habitants. Ce qui montre bien que si on veut réaliser des projets d'envergure, il faut quand même avoir une certaine taille. Et il s'avère effectivement dans les faits que cette super structure coûte de l'argent et ne permet pas de réaliser des économies, puisqu'on a dissous les syndicats pour les recréer intercommunaux et recréer aussi un supra-conseil municipal de 3 villes qui ajoute encore des dépenses supplémentaires, donc une couche supplémentaire de dépenses. Aujourd'hui, vous dites que l'intercommunalité coûte de l'argent à votre commune ? L'intercommunalité coûte de l'argent à notre commune, oui. Vous pouvez budgéter ça, enfin vous savez précisément combien, vous le savez depuis le 1er janvier Après, ça s'équilibre aussi avec les dotations de l'État, qui sont de toute façon, on le sait, jamais très pérennes. Mais cette intercommunalité, effectivement, n'apporte rien aux habitants de la commune. On avait des syndicats qui existaient intercommunaux. Maintenant, c'est la communauté de communes qui gère ces syndicats. Il y a eu du personnel qui a été rémunéré en plus. Il y a des indemnités qui ont des élus qui touchent des indemnités, etc. Je déplore cette situation et je me réjouis qu'elle est que très provisoire. Il y avait aussi des craintes liées à la fiscalité. Est-ce que vous avez dû augmenter la fiscalité à cause de l'intercommunalité ou... La fiscalité, effectivement, a été augmentée à cause de l'intercommunalité. Il y a une colonne, si vous voulez, supplémentaire pour l'intercommunalité. On a posé cette question à Nicolas Hu, élu d'opposition des Clés-sous-Bois et qui siège au conseil communautaire. Écoutez. L'hebdo politique, vous avez la parole. Je pense que ça ne trompera personne sur la question de la fiscalité, alors que les 2 communes, Plaisir et Villepreux, appliquer la neutralité fiscale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu un transfert de charges des communes vers l'intercommunalité, les impôts de ces communes ont baissé. La seule commune qui n'a pas appliqué cette neutralité fiscale est celle que dirige Mme Coté-Millard aujourd'hui, les Clés-sous-Bois. Elle n'a pas voulu, lors de la création de cette intercommunalité, baisser les impôts des Clésiens. Il y a 800 000 € de moins, à peu près en moins, justement, sur les charges de la ville aujourd'hui, entre la piscine, le traitement des ordures ménagères, etc. La commune aurait dû baisser d'autant la fiscalité aux Clés-sous-Bois de ce qu'elle n'a plus à payer aujourd'hui, puisque c'est l'intercommunalité qui le prend en charge.
Nicolas Hu vous reproche de ne pas avoir baissé les impôts locaux alors que certains coûts de la ville sont à la charge désormais de l'intercommunalité. Vous répondez quoi ? Je réponds que nous n'avons pas souhaité les baisser parce que cet équilibre que Nicolas Hu donne se fait uniquement par des dotations. Ces dotations ne sont peut-être valables que sur la première année pour inciter justement la création d'intercommunalités. Et que je serais bien curieuse, mais bon, on ne sera certainement pas dans cette configuration parce que d'ici là, on sera avec au moins la communauté agglo de Saint-Quentin en Yvelines. Mais de voir que ces villes-là sont peut-être obligées, si on était resté comme ça, l'année prochaine, de réaugmenter assez considérablement leurs impôts. Donc voilà, je trouve son raisonnement assez inapproprié. Récemment, vous avez refusé que la communauté de communes prenne en charge la contribution au fonds de solidarité pour les communes les plus pauvres. Pourquoi ? Nous avons refusé que la communauté de communes prenne en charge la contribution au fonds de solidarité pour les communes les plus pauvres tous les ans. On n'a aucun moyen de refuser les contributions. Donc c'est la ville qui le paie ou c'est l'intercommunalité qui paie ce fonds ? Là, alors ce fonds est payé. En fait, c'est chaque ville paye sa part dans l'intercommunalité. Voilà. C'est-à-dire que le calcul s'est fait. On a demandé à ce que le calcul se fasse par ville et pas au niveau du bassin intercommunal. Voilà. C'est exact. Oui, je comprends maintenant la question. C'est les modalités de calcul, en fait. Voilà. On a demandé qu'elles soient par ville et pas sur l'ensemble du bassin. Et pourquoi ? Parce que je pense que c'est une façon aussi pour les clés de marquer notre désaccord sur cette intercommunalité et d'avoir une position quand même assez indépendante dans une situation où quand même, sur le plan démocratique, on peut quand même s'étonner que 2 communes aient voté pour forcer une 3e à rentrer dans une structure dans laquelle elle ne voulait pas aller et que c'est pu être accepté. Donc voilà, on a voulu garder aussi notre autonomie dans ce domaine. Aujourd'hui, il y a une alliance de circonstances entre Villepreux et Plaisir du fait de votre position contre vous, contre les clés. Vous estimez Aujourd'hui, les choses ont changé dans la mesure où la loi effectivement donc a été promulguée au mois de janvier, fin janvier, et qu'on est plus dans l'approche de travailler ensemble pour notre devenir commun, sachant qu'on va travailler pour entrer dans une grande intercommunauté. Alors vous dire, c'est un petit peu l'absurdité des choses. J'ai quand même émettre le regret que si nous étions rentrés, comme on l'avait demandé dès l'an dernier, avec Saint-Quentin en Yvelines, Saint-Quentin en Yvelines aurait ses 200 000 habitants, et on n'en serait pas à se poser la question de se positionner sur une intercommunauté de 800 000 habitants. Enfin, je trouve ça aberrant qu'après nous avoir obligés à rentrer dans une intercommunauté de 60 000 habitants qui effectivement ne nous apporte rien. Maintenant, on nous demande de nous positionner sur une intercommunauté de 800 000. Aujourd'hui, 10 mois plus tard, vos relations avec vos collègues de Villepreux et de Plaisir sont-elles meilleures ? Vous travaillez tous ensemble pour l'objectif ? Oui, parce que, elles sont. On a quand même l'habitude de regarder devant et l'avenir. Donc, à mon avis, il y a des erreurs qui ont été faites. Et à mon avis, elles nous coûtent de l'argent, elles nous coûtent du perte de temps. Elles ont coûté aussi en bureau d'études. J'avais oublié de les mentionner, mais il y a eu des bureaux d'études pour monter cette intercommunalité provisoire. Donc il y a eu des erreurs, je les ai dénoncées. Maintenant, on travaille ensemble vers l'avenir, puisque c'est ça qui intéresse nos concitoyens. Et le dossier numéro 1, maintenant, c'est intégrer Saint-Quentin en Yvelines. C'est pas si simple que ça, parce qu'on ne sait pas si on va intégrer Saint-Quentin en Yvelines. Ah, c'est pas sûr encore, c'est pas non, acté. Et alors, en plus, nous ne sommes que 3 communes, et la CCOP donc, ne pèse rien dans le débat, puisque j'étais ce matin justement à une commission à Paris sur ces grandes intercommunalités. La deuxième possibilité, c'est d'intégrer Saint-Quentin et Versailles, puisque c'est le deuxième schéma qui est proposé par le préfet. Et la troisième, ce serait cette grande intercommunalité à 800 000 habitants. Donc, pour le moment... c'est difficile aussi de bâtir des plans et expliquer à la population si on ne sait pas encore où on va, quelles seront les compétences qui seront déléguées, quels seront les modes de gouvernance. Voilà, on a encore un tas de points d'interrogation. Quoi qu'il arrive, ne craignez-vous pas de ne pas peser politiquement, peu importe l'interco finalement que vous allez rejoindre, c'est votre crainte ? C'est absolument pas ma crainte, parce que c'est pas ça ma priorité première. Ma priorité première, c'est que les communes gardent, que le rôle des communes soit réaffirmé dans cette nouvelle organisation territoriale, et que les communes gardent leur rôle de proximité avec les habitants,
et défendre aussi, je veux dire, les intérêts des habitants et de la population. Et par contre, non, c'est un projet ambitieux et c'est certainement très intéressant de travailler à plus grande échelle sur des projets d'une plus grande ampleur. Vous avez déjà un petit peu abordé le sujet. Récemment, le préfet de la région d'Île-de-France a proposé de créer une encore plus grande intercommunalité jusqu'à 800 000 habitants. Elle rassemblerait plusieurs communautés d'agglomération, dont celle de Saint-Quentin-Yvelines. Tous les élus de droite comme de gauche se sont prononcés contre. Vous aussi, vous dites que c'est trop grand. Oui, alors, l'idée de faire... Oui, l'idée de faire une grande intercommunauté peut s'entendre si on avait déjà connaissance du projet. C'est ce que j'ai encore dit ce matin. Pourquoi pas se mettre dans une très grande intercommunauté si on avait un projet d'envergure, on pense par exemple au transport ou des projets très importants de développement économique. Ce que je regrette, c'est que le gouvernement ait travaillé d'abord sur un périmètre sans savoir ce qu'on allait faire ensemble. Donc le projet, on ne le connaît pas, les compétences, on ne les connaît pas. Maintenant, se pose le problème des communes qui ont un passif, c'est-à-dire des dettes par rapport à celles qui n'en ont pas. La gouvernance, on n'en a aucune idée. Il faut savoir que les élus communautaires ont été élus au suffrage universel. Qui va siéger si on se retrouve à 86 communes? Vous imaginez le nombre d'élus qui siégeraient au conseil communautaire, ce serait ingérable. Il va peut-être falloir recréer un siège pour que tout le monde puisse se réunir avec suffisamment de place, etc. Donc des dépenses supplémentaires. Donc c'est tous ces points de vue-là qui nous posent question. Et c'est pour ça qu'on a voté contre les 800 000 habitants. Il est l'heure de faire une pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes pour parler de commerce avec la maire d'Éclé-sous-Bois, Véronique Cottemilla. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Véronique Cottemilla, maire UDI d'Éclé-sous-Bois. Après avoir discuté de la problématique de l'intercommunalité, parlons maintenant des commerçants. Ils sont nombreux dans votre ville, aussi bien des gros que des petits. Il y a un peu moins d'un an, ouvrait un centre commercial, on va dire, original, One Nation, qui propose des marques de luxe à prix cassé. 11 mois après son ouverture, quel premier bilan tirez-vous de son activité ? Écoutez, on est très heureux d'avoir accueilli sur une friche, parce que c'était quand même le cas. C'est l'entreprise Bull qui n'utilisait plus depuis des années ce bâtiment qui était tombé vraiment complètement en déshérence. On a été très contents d'accueillir dans une période de crise des investisseurs qui ont investi sur fonds propres et qui ont fait confiance justement encore, ce qui est quand même des choses importantes à dire, à leur pays et à la France, puisque c'est des investisseurs français, à peu près 160 millions d'euros pour donc créer ce centre commercial, qui est donc un magasin de démarque, ce qu'on appelle un outlet, mais qui est un magasin de démarque, qui est un peu similaire à l'équivalent de la Vallée Village dans le 77, et qui a créé à peu près, je pense qu'on doit être au moins 700-800 emplois avec le nouvellement, l'arrivée de Galeries Lafayette, on doit être à peu près dans ce nombre d'emplois. Donc c'est extrêmement important, et si plusieurs communes arrivaient à être dans ce dynamisme, je pense que le pays s'en porterait certainement mieux. Le but, initialement, était d'attirer les nombreux touristes de la région et surtout ceux qui visitent le château de Versailles. Oui. Sur ce point-là, le pari est-il réussi ou il y a encore du travail à faire? À mon avis, il y a encore un petit peu de travail à faire parce que les négociations sont un petit peu compliquées. Le centre commercial, lorsqu'il a ouvert, avait ouvert à 80%, je crois, de ses magasins. Maintenant, il y a Galerie Lafayette qui est ouverte. Il reste encore quelques coques vides. Je pense que ça va se mettre en place. Mais c'était aussi une volonté des investisseurs de monter en puissance progressivement. D'ailleurs, ils ont même d'autres projets sur la commune. Pour le moment, on essaye presque de les freiner parce qu'on voudrait que ça fonctionne déjà à plein régime sur ce centre commercial. Ce type de centres commerciaux, comme la zone Alpha Park, c'est bénéfique pour la ville en termes de publicité et de retombées économiques. C'est ça qui est important? C'est bénéfique pour la ville déjà en termes d'emploi. C'est notre préoccupation, j'allais dire, principale. En termes de retombées économiques, oui, parce qu'ils payent des taxes. Combien justement? Est-ce que vous savez précisément Alors précisément, je pense que on va vous redemander, mais je pense que c'est autour pas loin du million, entre les taxes foncières et les autres taxes. Oui, c'est des retombées non négligeables pour la commune d'Éclé. En termes de dynamisme, en plus, nous avons une zone qui marche très bien, justement avec Plaisir, avec toute la zone Ikea, la zone Quai-Tauclé avec Alpha Park 1 et Alpha Park 2. Et cette zone-là qui attire énormément de public, de personnes, même le week-end, et qui contribue largement à l'attractivité de la ville.
One Nation est actuellement ouvert le dimanche, mais on va dire de façon illégale pour le moment. C'est une situation qui va s'arranger rapidement ? Oui, enfin, s'ils sont ouverts de façon illégale, c'est quand même pas de leur faute, parce qu'il a été très difficile de leur faire comprendre que la loi est ainsi faite qu'il faut déjà se mettre dans l'irrégularité pour qu'elle soit constatée, et qu'à partir du moment où elle est constatée, on puisse demander l'ouverture. Donc, situation illégale, légale, on va dire. C'est quand même un peu ubuesque. Mais voilà, maintenant, on est dans une zone, effectivement, où Alpha Park 1 et 2 ont les autorisations d'ouverture. Cette autorisation, elle avait été bien évidemment abordée avec le préfet de l'époque au moment de la mise en place de ce projet. Et là, je pense que c'est plus une régularisation, d'autant plus si on travaille avec les étrangers, on peut considérer qu'on est dans une zone touristique. Et à ce moment-là, donc, on répond aux critères de l'ouverture. Mais le débat au niveau du gouvernement a l'air d'être en faveur de la régularisation de certaines ouvertures de ce type de commerce ce dimanche. À propos du centre commercial, écoutez Dominique Duguet, la représentante de l'association des commerçants des Clés-sous-Bois. Elle évoque la concurrence avec les petits commerçants. L'hebdo politique, vous avez la parole. Vous avez la parole. Je pense que c'est à nous à montrer notre dynamisme et notre professionnalisme. Les nouveaux centres commerciaux n'ont pas gêné le commerce du centre-ville. Par contre, nous aimerions bien pouvoir profiter de l'afflux de clientèle vers le centre-ville. Et là, rien n'est fait. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir amener ce flux de clientèle vers le centre-ville, soit avec des navettes, soit en faisant également de la publicité, puisque nous ne sommes pas concurrents. Il n'y a aucune concurrence directe, par exemple, avec One Nation, mais on pourrait profiter de faire de la communication sur ce centre pour faire venir la clientèle en centre-ville. Alors, sans parler de concurrence directe, Dominique Duguet réclame une meilleure connexion entre le centre commercial et le centre-ville. Est-ce que c'est une idée, par exemple les navettes, elle l'a évoqué, est-ce que c'est une idée qui est la vôtre, à laquelle vous réfléchissez ? Je suis extrêmement surprise, parce que j'ai même du mal à comprendre cette histoire de navettes, puisque effectivement, il y a deux choses. Il y a des navettes qui vont être par la suite mises en place par One Nation pour les personnes qui arrivent par le train au niveau de la gare, pour qu'ils viennent faire leurs courses dans le centre de One Nation, peut-être même sur Alpha Park, s'il y a un accord qui se fait avec l'investisseur d'Alpha Park. Mais évidemment, ces navettes sont prises en charge par les investisseurs et pour qu'ils viennent dans leurs centres commerciaux. Maintenant, un commerce de proximité, la ville ne va pas mettre de l'argent dans des navettes, puisque les commerces de proximité, par définition, c'est quand même des gens qui prennent leur voiture ou qui viennent à pied dans les commerces de centre-ville. Sinon, ça n'a plus de sens. Donc son intervention me surprend. Elle me surprend aussi parce que justement on en avait discuté et l'association nous avait demandé qu'on mette un panneau indicateur pour justement permettre aux personnes qui passent par cette départementale de savoir qu'il y a des commerçants en centre-ville et de pouvoir s'y diriger. Nous avons mis effectivement avec Deco un grand panneau indicateur qui est à l'angle de la rue commerçante et de la départementale pour indiquer leur existence à leur demande. Voilà. Alors il y a un point positif tout de même, notamment le soutien financier que vous apportez aux commerçants avec une subvention de 5 000 € tous les ans. Cette subvention est-elle marbrée ? Est-ce qu'elle va durer dans le temps ou elle peut être amenée à évoluer éventuellement en fonction des difficultés économiques ? Pour le moment, on vit au jour le jour. Nous avons décidé, tant que nous pouvions tenir, de maintenir les subventions à toutes les associations, quelles qu'elles soient. Après, maintenant, vous dire quelles sont les évolutions ultérieures, je ne sais pas. Vraiment, là, on n'a pas assez de visibilité, mais dans la mesure du possible, bien évidemment, on maintiendra donc ces subventions. Un autre problème concerne le centre-ville, selon Dominique Duguet, les places de parking écoutées. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Nous avons beaucoup de points à améliorer, tels que les parkings, puisque nous avons un gros problème de parking aux Clés-sous-Bois. Nous avons une zone bleue qui n'est pas respectée. Nous souhaitons un passage plus régulier de la police municipale pour faire respecter cette zone bleue, puisqu'avec la gare, nous avons beaucoup de voitures tampons. Donc, en bas de la rue principale des Clés-sous-Bois, il y a un gros problème de stationnement. Et nous ne sentons pas assez aidés au niveau des animations. C'est toujours très long d'avoir des réponses. Nous demandons des panneaux publicitaires pour la fin d'année. Nous avons demandé ça en juillet. On attend toujours la réponse pour savoir si on en aura. On se sent un petit peu aidé, mais pas
vraiment pas assez, surtout au niveau des animations. Ce qui concerne les places de parking, le stationnement, vous reconnaissez qu'il y a un problème peut-être au centre-ville? Alors là, c'est pareil, je suis très surprise parce que on a fait des travaux récemment, on vient de créer un parking, agrandir le parking qui est juste sur le côté derrière la mairie en face du gymnase Gilardi. Nous avons ouvert il y a quelques mois un parking public en bas de la mairie dans les nouveaux bâtiments. Donc il y a des parkings. Le problème, c'est que les gens ne veulent plus du tout marcher à pied. S'ils pouvaient même rentrer dans la boutique avec la voiture, ça serait encore mieux. L'histoire de la zone bleue, là par contre, c'est quelque chose qui pourrait me mettre assez en colère parce que lorsque nous avons refait justement dans le cadre de l'amélioration du centre-ville et pour permettre aux commerçants de mieux prospérer, puisque effectivement on est très attaché au commerce en centre-ville, l'avenue, nous avions proposé de mettre des parcs-mètres parce qu'on savait que le problème du stationnement en zone bleue est quelque chose qui est difficile à gérer. Vous avez si vous venez de l'extérieur, tout le monde n'a pas forcément son disque, on peut oublier de le mettre, etc., etc. Il s'avère que la plupart des places qui sont prises, et une grande partie des places qui sont occupées dans cette zone bleue le sont par les commerçants eux-mêmes qui changent leur disque toutes les 2 heures. Donc, agacés par cette situation, et ce sont les mêmes qui vous diront qu'on ne peut pas se garer devant leur magasin. Agacée par cette situation, j'ai décidé récemment de suspendre pour le moment toute contravention dans cette zone bleue. Nous avons mis quelques dépôts minutes qui seront là respectés et on demandera aux commerçants eux-mêmes de se prendre en main s'ils voient une voiture tampon sur le dépôt minute d'appeler la police municipale parce qu'elle ne va pas être toute la journée dans cette rue. Mais je trouve quand même que c'est pas très très correct des commerçants. D'ailleurs, on va refaire une réunion, il va être reproposé de mettre des parcs-mètres parce que là on sait si on a mis son argent alors qu'on peut oublier de mettre son disque. Mais c'est quand même très compliqué. Quand j'ai demandé aux commerçants de ne plus se garer devant leur magasin, mais de venir à quelques mètres là, au pied de la mairie, peut-être 200 mètres, même pas, on m'a dit non, c'est trop loin. Voilà, je vous laisse... Réfléchir là-dessus. Oui. Ma dernière question sur l'actualité la plus récente, c'est la fermeture de l'antenne du Secours populaire dans votre ville. Les conditions d'hygiène n'étaient plus réunies dans le local que la mairie a loué. Une solution pour un autre local est-elle en marche dans votre ville ou autre part? Alors, si vous êtes au courant Pas du tout. Pas du tout pour une solution dans un autre local. En fait, nous avons été interpellés par les 2 personnes bénévoles qui étaient dans ce local, qui sont venus nous voir pour faire part de leurs difficultés de fonctionnement. Et il s'est avéré qu'à la suite de ça, puisque nous n'avons pas l'habitude, la ville, de s'ingérer dans le fonctionnement des associations, nous avons visité ce local qui est un local qui a été mis à disposition il y a bien longtemps, bien avant 2001, dans la municipalité précédente, il y a 21 ans, qui effectivement ne répondait plus aux questions d'hygiène parce que nous sommes dans un local qui accueille du public. Il y avait donc des nourritures qui étaient périssables. Vous aviez même ils avaient des vêtements entreposés sans, système d'extinction du feu, etc., etc. Donc, on s'est aperçu à la suite de cette visite, lorsqu'on a été interpellés, que ces personnes ne pouvaient plus continuer à fonctionner dans ces conditions-là. Et elles ne le souhaitaient plus parce qu'elles avaient interpellé elles-mêmes depuis plusieurs temps le secours populaire et n'avaient pas de réponse. Et nous n'avons jamais été contactés par le secours populaire. Je sais que le secours populaire a été dire qu'on les mettait à la porte, ce qui est totalement faux. Il s'avère que le local, effectivement, donc, ne correspond pas à la limite aux critères de sécurité minimum et que nous n'avons plus de local à proposer. À disposition. Moi, je déplore quand même le manque au moins de courtoisie du secours populaire, déjà de ne pas nous avoir prévenus. Deuxièmement, de simplement dire la ville ne veut plus ou ne veut plus garder cette activité ou ne met plus de local à disposition, oubliant quand même que la ville, depuis 21 ans, a mis gratuitement un local à leur disposition. Enfin, ils auraient pu au moins le mérite de dire, on a pu bénéficier, on acte qu'on a pu bénéficier quand même de ce local pendant un certain nombre d'années. Effectivement, maintenant, nous ne sommes plus en mesure d'en proposer un autre. Voilà, donc voilà comment les choses se sont passées. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de l'hebdo politique. Merci Véronique Cotemiard d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Vous êtes, je le rappelle, le maire d'Éclès-sous-Bois. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. Chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine, 18h sur Sensation Evelyne. Bonne fin de week-end à tous. L'hebdo politique,